Le thème aujourd'hui est donc stabiliser l'esprit. Et c'est la première des 7 étapes, car elle est fondamentale pour les autres. Si l'esprit est éparpillé, s'il est dispersé, s'il est obscurci, s'il est perdu dans des distractions, perdu dans des ruminations de toutes sortes, dans des fantasmes de toutes sortes, il est vraiment difficile de pratiquer de manière efficace, ou même de fonctionner correctement ou d'être en mesure d'aider les autres. Et dans la tradition bouddhiste, la stabilité de l'esprit est absolument centrale. Pour vous donner un aperçu, on dit qu'il existe 3 piliers fondamentaux de la pratique dans la tradition bouddhiste. Et comme tout ce que je dis, dans l'esprit de ce que le Bouddha a dit lui-même, en pali Ehipassiko, voyez par vous-même, je peux donc citer des choses que l'on trouve dans la tradition bouddhiste, tout comme je peux citer des choses que l'on trouve dans la tradition scientifique ou dans la tradition de la psychologie clinique. Et ce ne sont que des propositions. Non pas pour essayer de persuader quiconque de quoi que ce soit, ou de vous encourager à prendre ce que je dis pour argent comptant, mais pour les observer directement, comme le Bouddha l'a enseigné, afin de voir si elles vous sont utiles, et si elles sonnent justes pour vous. Ainsi, dans ce contexte, les 3 piliers de la pratique du bouddhisme sont appelés en pali Sila, Samadhi et Panna. Sila étant la vertu ou la moralité, la retenue, il y a diverses significations. Panna, la sagesse, la perspicacité, le dharma, la compréhension, voir ce qui est vrai, voir les causes de la souffrance et de la fin de la souffrance, d'une manière très pénétrante, la sagesse. Et le 3e pilier de la pratique est le samadhi, la concentration avec la pleine conscience comme fondement nécessaire. Et bien sûr, la pleine conscience est le fondement nécessaire des autres piliers de la pratique. Car on ne peut pas être constamment moral, vertueux, modéré, bienveillant ou sage sans la pleine conscience. J'ai souvent pu observer qu'on enseigne en Occident que certaines pratiques de méditation et de pleine conscience en temps réel sont des pratiques de conscience en fait assez difficiles au début. La pleine conscience est un mot qui est utilisé de différentes manières. Tant qu'on sait ce qu'on veut dire, quand on le dit, tout va bien. J'ai tendance à l'utiliser d'une manière qui est, je pense, très proche de la signification originelle du mot, qui nous est parvenue il y a 2500 ans, à savoir une conscience soutenue du moment présent. Une conscience qui peut être dirigée intérieurement vers des états internes de sensations, de pensée, de mémoire, d'émotion, et une conscience soutenue qui peut être dirigée vers l'extérieur, vers le jeu des émotions sur le visage d'une autre personne. L'empathie est une forme de conscience, des états mentaux d'une autre personne. La pleine conscience ou le champ de conscience qui est soutenu, le moment présent peut être ouvert en grand. Il peut également être concentré, tout comme les rayons de lumière. La lumière du soleil passant à travers une loupe peuvent être concentrés en un point du samadhi profond, des états profonds d'absorption méditative, de conscience du moment présent. Pour être capable de maintenir ce champ de conscience plus ouvert, y compris les formes vraiment raffinées de la conscience non discriminante, il faut simplement être radicalement réceptif au flux de conscience qui se déploie tel qu'il est, moment après moment. Cela exige vraiment une grande stabilité de la pleine conscience, une grande stabilité de l'esprit, et traditionnellement, on se concentre sur la tranquillité de l'esprit. Souvent, en premier, avant d'entrer, dans des pratiques plus développées, plus exigeantes, d'ouverture totale, des pratiques de réceptivité ouvertes de manière non discriminante au flux de la conscience. Donc, il est important de commencer comme les enseignants traditionnels l'ont fait, pendant des siècles avant nous, par la stabilité de l'esprit. D'autre part, stabiliser l'esprit, être capable de placer son attention sur quelque chose d'utile et de l'y maintenir, ou reconnaître que à quoi nous assistons n'est pas si utile, et le placer sur autre chose, moment après moment, n'est pas si facile. D'ailleurs,
si l'on se place dans le contexte de la neuropsychologie de l'évolution, qui ancre la stabilité de l'esprit dans la vie, tous les animaux ou les premiers humains qui avaient un esprit super calme, la lumière sur l'eau, la lumière sur l'eau, la lumière sur l'eau, super, lumière sur l'eau, ont été mangés. Parce qu'ils n'étaient pas en alerte, en train de scruter les alentours. On peut observer dans notre propre esprit cette tendance à scruter en état d'alerte. Et puis, ces tendances générales qui sont universelles sont parfois intensifiées individuellement par le tempérament. Certaines personnes sont naturellement plus dispersées dans leur filtre interne ou externe. Ils sont un peu plus faciles à distraire ou ont un peu plus envie d'être stimulés. C'est tout à fait normal. Nous avons la culture, l'impact d'un trauma précoce ou d'un trauma ultérieur qui tend à rendre les gens plus instables dans leur attention. Nous avons aussi bien sûr la culture du TDA qui nous forme à courir après les objets brillants les uns après les autres. Vous savez, le prochain ping sur votre fil d'actualité Facebook, le prochain commentaire sur le fil Twitter de quelqu'un que vous aimez, le prochain courriel, le prochain appel, la prochaine chose. Il est donc utile de surmonter ces obstacles à la stabilité de l'esprit. Et là, j'aimerais parler un peu du cerveau. Parce que les difficultés psychologiques pour stabiliser l'esprit, ainsi que les facteurs qui favorisent vraiment la stabilité de l'esprit, peuvent être éclairés par une certaine compréhension de ce qui se passe à l'intérieur de notre cerveau. Les façons dont les facteurs qui sous-tendent la stabilité de l'esprit peuvent être renforcés par la compréhension du fondement du cerveau. C'est un exemple d'une vérité plus large que l'on trouve en dehors de ce qui pourrait être surnaturel ou transcendantal. En d'autres termes, ce qui pourrait être significativement distinct de la réalité décrite, de plus en plus en détail par les sciences, la physique ou la biologie. En dehors de cela, tous les aspects de nos expériences, moment après moment, en dehors ce que vous vivez en ce moment, moment après moment après moment, doit nécessairement être le résultat de causes naturelles, intégrées dans le corps, intégrées dans la vie. En d'autres termes, hormis ce qui pourrait être l'influence de facteurs surnaturels ou transcendantaux, les expériences sont des phénomènes naturels. L'esprit, c'est-à-dire l'ensemble des informations représentées par le système nerveux, dont une grande partie est inconsciente, et dont une petite fraction est à la base de l'expérience consciente, l'esprit est un phénomène naturel qui est activé, conditionné, limité et construit en grande partie, voire entièrement par des facteurs physiques, biologiques et neurologiques sous-jacents. L'esprit s'ancre dans la vie. Parle d'être attentif au corps, c'est merveilleux. Je le pratique. Et fondamentalement, objectivement, nous sommes un corps plein d'esprit. Un corps plein d'esprit, c'est-à-dire conscient de son corps. La souffrance et la libération de la souffrance sont enracinées dans le corps vivant. Au cours des 10 prochains jours, nous explorerons des moyens habiles d'utiliser notre compréhension moderne des processus physiques sous-jacents du corps, en particulier dans le système nerveux, afin d'encourager les causes et les conditions neuronales pour aider à éveiller l'esprit. L'éveil, un mot sur ce sujet, du moins tel que je l'utilise, est un processus progressif de développement et de changement, qui comprend la découverte graduelle de la vraie nature sous-jacente, ou de la nature de Bouddha, peut-être, qui a toujours déjà été là. Dans ce processus progressif, il y a de nombreux moments de flash soudain. Il y a un dicton, quand j'ai entendu dire qu'il provenait du Tibet, qui décrit une vie de pratique, éveil soudain, culture progressive, un éveil soudain, une culture progressive. Ou des moments d'éveil plusieurs fois par jour. Donc, il y a ces flashs dans lesquels il y a un changement qualitatif. Et pourtant, pour que ce changement qualitatif soit de plus en plus incarné et vécu, il faut un processus de développement. Et il semble que c'est souvent le cas. Un processus de développement permet à ces flashs de se produire. Ainsi, dans le contexte d'un processus de développement, c'est OK de s'aider à changer pour le mieux.
Parfois, dans les cercles spirituels, le fait d'être réellement pour soi-même et de s'aider à s'améliorer est considéré comme un tabou ou un anathème. Mais il semble évident que si l'éveil au sens général, le développement de la sagesse, de la vertu, de la pleine conscience et de la concentration est en grande partie un processus progressif, on peut s'aider et examiner ce qui pourrait être utile en cours de route. Dans ce contexte, il est utile pour moi de penser à 3 formes fondamentales de pratique. Et vous pourrez observer ces 3 formes ici pendant la retraite. La première façon fondamentale d'engager l'esprit de manière utile est simplement d'être avec ce qui est là. Vivez l'expérience, ressentez les sentiments. Soyez présent à ce qui est là, en espérant que, habilement, vous saurez le porter au sein d'un champ de conscience, avec compassion pour vous-même, avec intérêt, avec curiosité, en démêlant peut-être les fils de la tapisserie de l'expérience. Le démêlage est une métaphore fréquemment utilisée par le Bouddha. Je pense qu'il était un des premiers postmodernistes prémodernes, déconstruisant et déconstruisant l'expérience. Il est souvent utile de sentir ce qui est plus profond, plus fondamental, comme la blessure sous la colère, ou les couches plus jeunes dans le feuilleté de la psyché. Dans ce processus, le contenu de la conscience peut changer, mais nous n'essayons pas de la modifier directement. Nous n'exerçons pas d'effort juste pour le pousser ou l'influencer délibérément. C'est à mon avis la forme la plus profonde de pratique. Ainsi, je pense que la majeure partie des moments conscients qui sont utiles ici sont ceux de la catégorie « être simplement avec ce qui est là ». Encore et encore et encore, continuellement réceptif à ce qui est là. Et il ne constitue pas la totalité de la pratique. Même si être avec ce qui est là est fondamental, parce que souvent, c'est tout ce que nous pouvons faire, traverser la tempête sans verser d'essence sur le feu, simplement être avec ce qui est là. De plus, à mesure que la pratique mûrit, les autres formes de pratique dont je parlerai dans un instant tendent à disparaître. Il y a une sorte d'ouverture permanente de lâcher-prise continuelle. Mais en attendant, comme l'a enseigné le Bouddha, il y a une place pour le travail avec l'esprit, et pas seulement pour être avec l'esprit, sous la forme tout d'abord d'un effort juste pour prévenir, ou réduire, ou même mettre fin à ces facteurs dans l'esprit qui conduisent à la souffrance et au mal. Pour utiliser un terme un peu gênant, des éléments négatifs, disons, ainsi nous relâchons délibérément, disons, la tension du corps, où nous reconnaissons que ce que nous pensons, ce que nous croyons ne nous aide pas, ni les autres, et nous laissons partir. Mon père est né en 1918, en novembre, dans un ranch du Dakota du Nord. Il a grandi dans cet environnement, une sorte de forte influence culturelle. Et il a eu un petit geste gentil, je vais vous montrer. Il disait « Rick, ne t'occupe pas de ça. Vous savez ce truc, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. » Donc, si nous libérons délibérément, cela fait partie de la rubrique générale de cet aspect de l'effort juste. Et puis, le troisième aspect est la culture, le développement, l'augmentation de ce qui est bénéfique pour nous-mêmes et pour les autres. Nous pouvons cultiver une vision large au fil du temps. Cultiver la pleine conscience, cultiver la stabilité de l'esprit, cultiver un cœur de plus en plus chaleureux, cultiver la résilience, la gratitude, cultiver l'habileté. Comment interagir avec d'autres personnes, y compris les personnes qui sont vraiment très différentes de nous. Il y a une place pour tout ça. Si nous utilisons la métaphore de l'esprit comme un jardin, nous pouvons voir le jardin, arracher les mauvaises herbes, planter des fleurs, laisser être, laisser aller, laisser entrer.